Strack. Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, Patrick Duché, dans Musiculte, nous présente le numéro 2 de la grande saga de Nick Cave, intitulé « Mauvaise graine » au pluriel. Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, parle de Mother Migrant de Dorothy Lang. Musiculte saison 6, il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, c'est No More Shall We Part. I wave to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky. Raise your hands up to the sky. Raise your hands up to the sky. No More Shall We Part arrive 4 ans après le très acclamé et dépouillé Boatman's Call. L'attente des fans et la pression sur l'artiste étaient donc grandes. On retrouve comme souvent avec Cave des thèmes récurrents tels que l'amour, la mort, la religion, la rédemption. Le clip de 15 Feet of Pure White Snow, dont nous venons d'entendre un extrait, est assez étrange. Une congrégation de trentenaires et cadras se retrouve dans le sous-sol d'une grande bâtisse désaffectée, manifestement pour un concert privé. Au mur, des portraits de dignitaires russes médaillés, en noir et blanc, et des papiers jonchent le sol. Les danseurs sont habillés à la mode des années 70, vestes en cuir défraîchi ou en velours pour les hommes, pantalons pattes def, corsage à fleurs, robe au-dessus du genou, jupe au-dessous du genou pour les filles. Tout le monde danse en faisant des gestes amples. L'ambiance évoque la Russie de ces années-là. On remarque avec amusement ou étonnement la présence de Jason Donovan, un des acteurs principaux de la série à succès Neighbours dans les années 80. Donovan y tenait la vedette avec Kylie Minogue, devenue depuis méga super pop star. Cette dernière avait été invitée par Nick Cave à partager le duo Where the Wild Roses Grow sur l'album Murder Ballads en 95. On remarque aussi, outre les membres des Bad Seed, le fantasque chanteur du groupe anglais Pulp, Jarvis Cocker. Sur le refrain, les danseurs se lancent dans une improbable chorégraphie en levant leurs bras au ciel, avant que le réalisateur John Hillcoat ne poursuive le clip comme il l'avait commencé, à savoir sur un ralenti poisseux et des images aux teintes sépia. Une machine à fumer brouille la vision. Peut-être que la neige du titre masque une autre signification. Globalement, l'album surfe sur la mélancolie de Boatman's Call avec la déchirante Love Letter, publiée originellement dans une version totalement dépouillée en piano-voix un an auparavant sur le disque parlé chanté de Cave, The Secret Life of the Love Song.
Avec son seul piano, les chœurs des sœurs canadiennes Kate et Anna McGarrigle et quelques cordes, Cave pourrait fendre le moindre cœur de pierre, comme vous allez vous en rendre compte. I hold this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold white envelope, press my lips against her name. 200 of words, we live in hope. Sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. Wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. Sky is ready to burn. No More Shall We Part marque d'une certaine manière un nouveau départ à la fois dans la carrière musicale et la vie personnelle de Cave. En effet, il a épousé la mannequin et styliste anglaise Susie Bick et son plus gros défi désormais consiste à accepter la philosophie domestique, selon le journaliste Uncut Ben Beaumont-Thomas. C'est peut-être la raison pour laquelle il y a moins de folie, notamment celle de Blixa Bargeld, qui est contenue. Il partira d'ailleurs après l'album suivant Nocturama en 2003. Moins de guitares vrombissantes et plus de piano et d'arrangements de cordes. La nature morte, peinte par Tony Clark, un artiste australien comme Cave, pour la couverture de l'album, montre des fleurs rouges vifs, blanches, bleu sombre, ambiance Bruegel. Le chanteur avait du reste repéré le talent d'illustrateur de son compatriote et fait appel à lui pour illustrer son premier best-of publié dès 1998, puis une luxueuse version augmentée en 2014 sous la forme d'un épais coffret intitulé Lovely Creatures. Quoi qu'il en soit, l'artiste semble avoir délaissé les bouges glauques, les seringues et certaines substances opiacées et célèbre son nouvel amour avec passion, notamment dans We Came Along This Road, à travers ses paroles émouvantes. You are my lover, you are my friend, there never was no other on whom I could depend, I hope you understand. Mais même dans des morceaux en apparence calmes et sereins, Cave et son groupe parviennent à évoquer une peur, une angoisse ou encore une tristesse romantique, dont ils semblent aller chercher les racines chez William Faulkner, notamment. Le thème religieux est aussi très présent, par exemple à travers Hallelujah, rien à voir cependant avec le morceau de son héros Leonard Cohen, ou God is in the House, qui donnera son titre au concert capté le 8 juin 2001 dans la petite salle lyonnaise du Transborder. Plus de 20 ans plus tard, je me mords encore les doigts de ne pas y être allé. L'ambiance crépusculaire, la posture de prédicateur habité par son discours de Cave est tout simplement hypnotique. As I sat sadly by her side at the window through the glass, she stroked a kitten in her lap and we watched the world as it fell past. Softly she spoke these words to me with brand new eyes open wide. We pressed our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, Father, mother, sister, brother, uncle, aunt,
prochain, il sera question de l'album Skeleton Tree, sorti en 2016. D'ici là, bonjour chez vous. 10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. C'est un portrait, noir et blanc, un visage. On ne voit d'abord que ce visage, celui d'une femme, les sourcils crispés, le front parcouru de rides, le nez fin et long, une bouche amère. Elle ne fait pas attention à l'objectif, elle regarde ailleurs, tournée vers ses pensées, peut-être dans l'attente soucieuse ou résignée. Puis on s'aperçoit qu'elle n'est pas seule. Sur chacune de ses épaules repose la tête d'un enfant dont on ne voit que la nuque et la ligne bien nette des cheveux épais et coupés courts. Et presque par hasard, on distingue, dans un angle minuscule en bas à droite, un bébé enfoui dans une petite couverture, et dont on voit à peine une partie du profil. Ensuite, ce que l'on remarque, c'est le vêtement troué de l'un des enfants et le bas de la manche effiloché de sa mère. Cette photographie est célèbre. Elle n'a pu échapper à personne. Tant elle a été reproduite dans des magazines, dans les journaux, dans des documentaires, dans des expositions, dans des albums et même dans les manuels scolaires. Migrant Mother. C'est le titre donné par l'Amérique à ce cliché qui n'est pas seulement une image, mais un moment historique, figé le 9 mars 1936. Son auteur, c'était Dorothea Lange. Dorothea Lange, née en 1895, disparue en 1965, est connue essentiellement pour sa photographie emblématique Migrant Mother. Pourtant, sa carrière s'est étendue sur plus de 40 ans. C'est en 1919, à l'âge de 23 ans, qu'elle ouvre son propre studio de portrait à San Francisco. Elle épouse Maynard Dixon. Ils vivront quelque temps au Nouveau-Mexique. Au plus fort de la dépression, ils reviennent à San Francisco. Le couple se sépare. Dorothea reprend son appareil photo dans les rues de la ville. Les photographies qui en résultent l'amènent à travailler avec la Farm Security Administration en tant que photographe documentaire. La Farm Security Administration, FSA, est l'agence fédérale américaine qui a eu pour objectif de rallier l'opinion américaine au programme économique du président Roosevelt, le New Deal. Afin de promouvoir ces réformes auprès du grand public et du Congrès, la FSA créera une division communication et information. Entre 1935 et 1943, un groupe de photographes parcourt les États-Unis avec pour mission de photographier les conséquences de la crise économique. Dorothea Lange fait partie de cette équipe qui permettra l'archivage d'une Amérique en crise et témoignera des conditions de vie de la population rurale. 177 000 négatifs seront produits dans le cadre de ces missions. I've
sung this song, but I'll sing it again, of the place that I lived on the wild windy plains in the month called April, county called Gray, and here's what all of the people there say. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is a-getting my home, and I've got to be drifting along. A dust storm hit, and it hit like thunder. It dusted up. Nous sommes en 1936, au sud de la Californie, sur une route, aux abords d'un camp de travail à Nipomo. Dorothea Lange est au volant de sa voiture. Elle roule vers San Francisco. Elle remarque au passage sur le bas-côté une toile de tente, plutôt une bâche ouverte à tous les vents, qui abrite une femme assise avec des enfants, immobile. Dorothea ne s'arrête pas, mais l'image de la misère flagrante et l'expression du visage de la femme ne la quittent pas. Elle fait demi-tour. La scène n'a pas bougé. L'échange sera bref. 6 clichés de la femme et de ses filles. Elles ne se reverront jamais. Dès son arrivée à San Francisco, Dorothea développe ses photos. L'une d'elles fera rapidement la une de tous les journaux américains. Elle deviendra immédiatement célèbre et pourrait-on dire universelle. Mais Grant Moser fait désormais partie de la légende. Il a fallu longtemps avant que l'on connaisse le nom de l'inconnu. C'est seulement en 1979 que Bill Gonzel, photoreporter, l'a retrouvé. C'est alors que fut révélé, ironiquement, que Florence Owens Thompson, ce visage, symbole de la mère de famille américaine, descendante des pionniers qui ont construit l'Amérique, cette femme icône de la Grande Dépression, était d'ascendance cherokee. Florence Thompson a alors exprimé le préjudice qu'elle avait ressenti de voir l'exposition de sa misère et de son passé révélée aux yeux du monde entier. Elle a évoqué les droits qu'elle aurait dû toucher grâce à cette photo. Or, ces clichés n'ont pas fait non plus la fortune de Dorothea Lange, le gouvernement qui en détenait les droits ayant décidé qu'il ferait partie du domaine public. En 1983, alors que Florence était atteinte d'un cancer, ses enfants ne pouvant pas payer les frais d'hôpital, ont lancé un appel à la générosité du public. La collecte a rapporté ce qui correspondrait aujourd'hui à plus de 50 000 €. Florence et sa famille ont alors compris l'impact que la photo avait produit au cours des années, modérant leur hostilité envers Dorothea Lange. Dorothea Lange n'est pas l'auteur d'une seule photographie. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé à montrer les conséquences des guerres et des injustices sociales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a photographié la dispersion et l'internement des Américains d'origine japonaise. Dans les années 50, elle a photographié ce qu'elle appelait la Nouvelle-Californie, c'est-à-dire les changements massifs et les pressions immobilières qui s'exerçaient sur la région. En 1965, une exposition rétrospective de son œuvre a eu lieu à New York, au MoMA. Cette exposition personnelle était la première pour une femme photographe, événement auquel elle avait largement contribué, mais qu'elle n'a pas eu le temps de voir. Le 11 octobre 1965, Dorothea disparaissait. Moser Migrant ne doit pas occulper le travail prodigieux de Dorothea Lange, celui de toute une vie consacrée au photojournalisme qui a fait d'elle une photographe de renommée mondiale. This badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Retrouvons-nous le 16 février, 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio. Mom, take these guns away from me. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud following me. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Femme photographe, visible, invisible. Bon, ça c'est peut-être mon regard de femme. Le regard des femmes photographes. En 1939, Ruth Orkin a 17 ans. Elle traverse seule les États-Unis entre Los Angeles et New York, en car, en train ou en autostop, accompagnée de sa bicyclette qu'elle utilise pour parcourir les villes. Elle réalise près de 350 photographies, des vues urbaines, beaucoup d'autoportraits et des compositions. C'est en 1943 qu'elle quitte Los Angeles pour s'installer à New York. Devenue photojournaliste indépendante, elle est engagée par plusieurs magazines, dont Life. En 1951, elle est en Italie, elle y rencontre Jinx Allen, une étudiante en art, qui devient le sujet de American Girl in Italy, titre de cette célèbre photographie où l'on voit une très jolie femme avancer crânement sur un trottoir sous les regards appuyés d'une vingtaine d'hommes. Ce cliché en noir et blanc qui fait la renommée de Ruth Orkin apparaît dans la série intitulée When You Travel Alone, une mise en image de l'expérience des femmes qui voyagent seules. La série est publiée dans Cosmopolitan et reprise dans des expositions, dont celle récente entre septembre 2023 et janvier 2024 à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Ruth Orkin, Bike Trip, USA. Anne de Henning est une photographe française née en 1945. Elle commence sa carrière en 1969 en tant que photoreporter au Vietnam en guerre aux côtés de l'armée américaine. En 1971, elle traverse le futur Bangladesh en lutte contre le Pakistan. Elle va parcourir l'Asie du Sud-Est, au Laos, en Thaïlande et en Malaisie. Aux Philippines, elle photographie les nomades de la mer. De 1999 à 2005, elle photographie Paris en noir et blanc. Puis elle se consacre à un reportage sur les femmes dans l'armée française à Djibouti, en passant par le canal de Suez et la mer Rouge à bord d'un bateau de la marine française en mission antiterroriste et anti-pirate. C'est en 2006, alors qu'elle vient de découvrir la région, qu'elle décide de photographier les pays de la péninsule arabique, la vie entre tradition et modernité. Ces photographies ont été publiées dans le National Geographic, Paris Match, Le Monde, Vogue, le New York Times, The Observer. Son travail de photographe a été exposé dans les galeries et les musées. En 2022, avait lieu au musée Guimet et à Paris l'exposition témoignée de l'histoire en marche, Anne de Henning. Martine Franck est née en 1938 à Anvers. En 1956, elle commence des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre. En 1964, de retour à Paris d'un voyage d'une année en Extrême-Orient, avec son amie d'enfance Ariane Mnouchkine, elle travaille pour Time Life. C'est le début d'une grande carrière pour les agences Vue, Viva,
l'agence Magnum, pour laquelle elle commence un travail sur les droits de la femme en 1993. Elle réalise de nombreux reportages sur des sujets de société et des causes humanitaires. En 1995, elle co-réalise un court-métrage, Ariane et compagnie. En 1996, elle retourne en Asie. En 2000, elle participe à la réalisation d'un documentaire en Irlande. Les photographies de ses nombreux voyages ont été exposées à travers le monde et de nombreuses publications lui ont été consacrées jusqu'à aujourd'hui. Sur le site de la Fondation Henri Cartier-Bresson, on peut lire « Martine Franck s'est éteinte le 16 août 2012 en laissant l'empreinte singulière d'une grande artiste. Son art est le reflet d'une écriture personnelle marquée par la géométrie, les courbes et les lignes, à la recherche de la beauté de l'âme humaine et de la profondeur des cœurs et des âmes, saisie dans le vif des choses, dont l'expression artistique en faisait un regard d'une sensibilité exceptionnelle. » Christina Broome, née à Londres en 1862, est considérée comme la première femme photographe de presse du Royaume-Uni. C'est à l'âge de 40 ans que commence sa carrière. En 1903, elle emprunte un appareil pour photographier le prince et la princesse de Galles, inaugurant les nouveaux tramways à Westminster. Inspirée par ces résultats, elle emporte un appareil photo à Epsom le jour du derby et photographie le cheval qui gagne la course. Elle se rend compte que la photographie est un moyen de gagner sa vie. Son mari blessé dans un accident ne peut plus travailler. Elle se lance dans la production de cartes postales représentant des événements de l'époque, tels la course de bateau entre Cambridge et Oxford, mais aussi des figures marquantes comme les femmes volontaires de la police. Dès 1908, elle photographie de manière saisissante les manifestations du mouvement des suffragettes. Elle en fait des cartes postales, vendues dans les boutiques de la Women's Social and Political Union, l'Union sociale et politique des femmes. Elle photographiera les soldats mobilisés pour la Première Guerre mondiale et les blessés qui en revenaient. Elle est devenue une photographe de presse reconnue. Sa réputation devient telle qu'elle sera autorisée à photographier des cérémonies royales et qu'elle réalisera le portrait du prince de Galles. Ses photos les plus mémorables, cependant, sont probablement celles du mouvement pour le droit de vote des femmes, prises entre 1908 et 1913, qui constituent un témoignage pratiquement unique des moments de leur campagne. En particulier celle de la procession et de la réunion des femmes à Hyde Park le dimanche 21 juin 1908, auquel 250 000 de femmes ont participé, et celle de Christabel Pankhurst à la Foire internationale des suffragettes en 1912. Toutes sont dans la collection du Museum of London. Rendez-vous le 20 mars prochain à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour la grande conversation de la MCH Maison de la Culture du Havre, Femmes invisibles, le regard des femmes photographes. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez toujours la date du 20 mars à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour un débat sur les femmes photographes, et puis pensez à adhérer, à réadhérer. Bienvenue chez nous, au revoir, bonne semaine, à bientôt.